Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale proposée par la rédaction de TV78. Nous sommes le jeudi 29 octobre, voici les titres. Un nouveau confinement pour 4 semaines minimum, c'est la réponse d'Emmanuel Macron pour freiner la deuxième vague de Covid-19. Les déplacements réduits au strict minimum et munis d'une attestation. Les écoles, collèges et lycées resteront ouverts, le télétravail renforcé. Invité tout à l'heure le docteur Frédéric Prudhomme, le président de l'Ordre des médecins des Yvelines, et Didier Bécher, député du département. Le confinement débute cette nuit à 0h ce vendredi. Les Yvelinois ont donc pu se rendre encore aujourd'hui dans certains commerces non essentiels qui vont fermer, au restaurant et chez le coiffeur notamment. Nous revivrons cette dernière journée. Nous serons également depuis le péage de Buchelet sur la 13 pour voir si les franciliens migrent vers la Normandie pour ce confinement. Et puis comment cette nouvelle annonce est-elle accueillie par les habitants et élus du territoire? Réponse à suivre. Et nous parlerons tout à l'heure d'un autre sujet d'actualité, la grippe, avec des vaccins qui sont en pénurie en ce moment. C'est une journée très angoissante qu'ont vécu les Français ce jeudi, en plus des débuts imminents d'un nouveau confinement. La menace terroriste a ressurgi brutalement seulement moins de 2 semaines après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, un homme abattu en Avignon qui voulait attaquer des policiers au couteau, un autre individu armé arrêté à Lyon, et cet attentat au couteau à la basilique Notre-Dame à Nice qui a fait 3 morts et plusieurs blessés ce matin. Le plan Vigipirate a été porté au niveau urgence attentat en France ce jeudi. À Sartrouville, cette grande opération de police en début d'après-midi près de l'église Saint-Martin, finalement sans conséquence. Un jeune homme a été interpellé, suspecté de vouloir commettre un acte terroriste. C'est le père de l'individu qui a alerté les autorités après que son fils lui ait confié vouloir, je cite, faire comme à Nice avant de quitter son domicile. L'homme visiblement fiché S n'était finalement pas armé comme certaines rumeurs l'affirmaient. Sa voiture fouillée par les démineurs et aucun explosif n'a été découvert à son bord. Après avoir été interrogé, le suspect a été finalement relâché par les forces de l'ordre et par précaution, le quartier pavillonnaire du plateau attenant à l'église Saint-Martin avait été évacué au cours de la journée. Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Emmanuel Macron a donc annoncé le début d'un nouveau confinement. Il débute cette nuit. L'objectif affiché, protéger les plus fragiles, les plus jeunes, les soignants, les plus modestes et l'économie. Qu'est-ce que va changer concrètement ce confinement? On fait le point avec Éléonore Sinoquet. Ce confinement numéro 2 sera plus souple, mais il ne faut pas se tromper, ce sera bien un confinement. Emmanuel Macron a donc annoncé qu'il serait applicable dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est-à-dire ce soir à minuit, et ce pour une durée de 4 semaines jusqu'au 1er décembre. Alors concrètement, ce qui va changer par rapport au premier confinement du printemps dernier, ce sont les écoles, collèges et lycées qui vont rester ouverts. Les crèches, elles aussi, vont continuer à accueillir les enfants. Toutefois, un protocole strict et renforcé devrait être mis en place. La rentrée est de toute façon prévue lundi 2 novembre. Le Premier ministre Jean Castex a aussi annoncé aujourd'hui à l'Assemblée nationale que les enfants dès 6 ans devront porter le masque obligatoirement. En ce qui concerne les universités et les grandes écoles, pour elles, c'est la fermeture. Des cours en visioconférence et à distance devront être mis en place partout où ce sera possible. Pour nos déplacements, le président a confirmé les rumeurs. Comme au printemps, ils seront limités à certains motifs. Aller au travail, chez le médecin, sortir son chien, se rendre pour aider des personnes vulnérables, faire ses courses. C'est le retour de l'attestation obligatoire pour sortir de chez soi. Elle devrait être disponible d'ici peu, ce soir ou demain, sur le site du gouvernement. Également, terminer les déplacements entre régions. Une certaine souplesse sera normalement accordée ce week-end, notamment pour les retours de vacances de la Toussaint. Les commerces alimentaires, quant à eux, restent bien évidemment ouverts. Ce qui change par rapport au printemps dernier, ce sont les administrations. Mairies, préfectures, bureaux de poste ou encore Pôle emploi vont rester ouverts au public. Également, le secteur du BTP n'est pas concerné par la fermeture. Les chantiers devraient se poursuivre. Enfin, les maisons de retraite, EHPAD restent elles aussi ouvertes pour éviter, je cite, les drames humains.
Et pour les autres commerces, le couperet est lui tombé. Tout ce qui est non essentiel est fermé à compter de ce soir, comme les bars, les restaurants ou encore les coiffeurs. Mais le président s'est voulu rassurant. Il a émis l'hypothèse d'une réévaluation d'ici 15 jours pour de possibles assouplissements de cette mesure. Pour ce qui est du week-end de la Toussaint, quelques exceptions tout de même. Les fleuristes par exemple, tout comme les cultes et les cimetières, pourront rester ouverts. Pour finir, les rassemblements sont évidemment interdits, que ce soit en extérieur, mais aussi à l'intérieur. Le président a précisé que les réunions privées étaient exclues. Et je précise que des précisions seront apportées par le Premier ministre Jean Castex qui doit s'exprimer à partir de 18h30 ce soir. Pour réagir à cette actualité, deux invités avec moi en plateau, le docteur Frédéric Prudhomme, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Ordre des médecins des Yvelines, et par téléphone Didier Bécher, bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche des Yvelines, de la première circonscription des Yvelines. J'en profite, Didier Bécher, de vous avoir pour vous faire réagir aussi à cette actualité du jour, l'actualité liée au terrorisme. Cet attentat ce matin en la basilique Notre-Dame de Nice qui a fait 3 morts. Une minute de silence a d'ailleurs été observée par les députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le Premier ministre Jean Castex s'exprimait devant les députés. Il était présent pour cette minute de silence. Plusieurs attaques ont été également déjouées à Lyon, en Avignon. On apprend aussi cette actualité, finalement, une fausse alerte à Sartrouville. La France est plus que jamais visée par la menace terroriste. Quelle est votre réaction après cette journée très anxiogène ? Oui, c'est une tension qui est extrême. Nous avions l'occasion d'en parler en plateau la semaine dernière, compte tenu de ce qui s'était passé à Conflans-Sainte-Honorine. C'est pour cette raison que le Premier ministre a déclaré le passage de Satan. C'est très concrètement, pour rassurer, c'est le passage avec la force Sentinelle de 3 000 soldats à 7 000 soldats sur le terrain qui vont surveiller de manière intensive les lieux de culte, les écoles, tous les lieux sensibles dans notre département. Et j'ai vu tout à l'heure un message très clair adressé par le préfet à l'ensemble des élus des collectivités locales pour renforcer l'ensemble de la collaboration entre les forces de police et les polices municipales pour s'assurer que tout le monde puisse passer les semaines qui viennent avec le plus de tranquillité possible. Donc on va être tous vigilants et c'est vrai que c'était une journée particulière à l'Assemblée nationale ce matin en votant à la fois l'urgence sanitaire, le soutien au gouvernement pour ce deuxième confinement et en même temps faisant au même moment une minute de silence par rapport à ce qui s'était passé à Nice et dans les autres sites en France. Je demandais juste à la technique si on peut avoir un peu plus de retour en plateau pour la suite de votre interview. On a compris votre réponse, Didier Bécher, mais c'est pour qu'on puisse aussi bien comprendre la suite de l'interview. Je précise que le plan Vigipirate a été porté au niveau urgence attentat et que le président de la République a d'ailleurs annoncé que 3 000 à 7 000 militaires allaient être déployés sur le sol français. Cette actualité aussi qui fait la une aujourd'hui, c'est la France et les Yvelines qui vont donc s'apprêter à être reconfinés pour freiner la deuxième vague du coronavirus. Les projections parlent de 9 000 patients qui seront en réanimation en novembre, une vague donc plus violente qu'au printemps. On voit s'afficher aussi les chiffres dans les Yvelines qui ne sont pas bons, ils sont sur une pente ascendante vertigineuse depuis plusieurs jours. Docteur Prudhomme, reconfiner les Français, est-ce que c'était la bonne décision à prendre, peut-être l'ultime aussi décision à prendre ? Je ne sais pas si c'était la bonne, mais de toute façon, c'était la seule qu'on pouvait prendre actuellement après un couvre-feu qui n'avait pas fait la démonstration de son efficacité. Alors peut-être qu'on aurait pu attendre un petit peu si le virus nous avait laissé la possibilité d'attendre, mais je crois que les conditions sanitaires ne le permettaient pas et le président de la République, avec tous les conseils qu'il a autour de lui, a pris une décision qui est difficile, difficile parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre protéger la population et puis d'un autre côté ne pas arrêter l'économie et trouver ce juste équilibre est quelque chose à mon avis de très difficile. Didier Bécher, on parlait du confinement comme la dernière solution, la solution de la dernière chance. Est-ce que c'était inévitable au vu de l'accélération de l'épidémie ces derniers jours ? Oui, je pense que malheureusement, on ne pouvait pas continuer à se poser cette question en permanence entre l'équilibre entre la santé ou l'économie, qu'il faut arriver à gérer les deux. Moi, je regardais, puisque chaque semaine, nous avons une réunion de coordination avec l'ARS et la préfecture, l'ensemble des élus, et quand on a vu la semaine dernière les chiffres qui passaient d'un taux d'occupation des lits dans les Yvelines, taux d'occupation par des patients Covid de 56% à 70% en une seule semaine, on voyait bien que l'accélération était beaucoup trop forte pour attendre les effets peut-être positifs, on ne sait pas, du couvre-feu. Et cette décision
On a perdu Didier Béchère. En tout cas, je précise que les députés ont apporté à une large majorité leur soutien à cette nouvelle mesure du confinement. Je le disais tout à l'heure, Jean Castex s'exprimait devant les députés ce matin. Alors, c'est une décision aussi qui a fait beaucoup réagir. Je vais vous redonner la parole, Didier Béchère, dans un instant. Dans la sphère politique, regardez ce tweet de la présidente de la région, Valérie Pécresse. Le gouvernement donne le sentiment de courir après la pandémie. La deuxième vague aurait dû être anticipée. Ça, c'est les mots de Valérie Pécresse dans ce tweet pour l'ancienne députée des Yvelines qui, je le rappelle, est toujours élue au sein de la commune de Vélizy-Villacoublay. Le reconfinement, c'est tout simplement l'aveu de l'échec de la stratégie du gouvernement d'après le président du Sénat, Gérard Larcher. Écoutez-le, il était l'invité ce matin de nos confrères de LCI. Il faut que nous tenions tous un langage de responsabilité, mais il faut donner à espérer. Et donner à espérer, c'est, je dois le dire, donner le sentiment qu'on a tiré les leçons de la première vague. Je ne suis pas tout à fait certain qu'on les ait encore totalement tirés, et se préparer à vivre avec le virus. Au fond, la décision d'hier, elle démontre l'échec de la proposition « on va vivre avec le virus ». Non, on voit bien qu'on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre en tous les cas dans des conditions quasi normales avec le virus. Et une réaction qui était chez nos confrères de CNews. Didier Béchère, qu'est-ce que vous en pensez là, de cette explication de Gérard Larcher? Est-ce que c'est un aveu d'échec pour vous du gouvernement, le fait de replacer la France en confinement? Si on tient un langage de responsabilité, je crois que c'est très peu opportun de faire de la politique en ce moment. Et je suis, je dois le dire, parfaitement attristé par les propos de Gérard Larcher ou ceux de Valérie Pécresse. Vous savez, les commentateurs d'un côté et puis ceux qui agissent. Moi, quand je vois que nous avons passé de 5 000 à 10 000 lits la capacité hospitalière, quand je vois que nous sommes passés avec les nouveaux respirateurs, donc de 17 000 personnes qui pouvaient être accueillies en réanimation à 30 000 en France, nous sommes dans l'action. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, personne ne peut contrôler cette pandémie ni la prédire. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Mais nous sommes au travail, au quotidien, et nous sommes là pour trouver des solutions pour les Français. Et nous évoluons avec cette maladie chaque semaine, et nous prenons les décisions pour que la France puisse se tenir debout, aussi bien socialement qu'économiquement. Votre avis, docteur Prudhomme, est-ce que ça témoigne d'un échec, cette solution, ou finalement c'était aussi une décision courageuse à prendre, puisqu'on parlait de cette solution comme une solution vraiment de la dernière chance? Toute décision est difficile à prendre, et moi je ne fais pas de politique, je suis médecin. Nous, ce qu'on regarde, c'est pas ce qui s'est passé avant, on regarde ce qu'on doit faire maintenant et comment on peut préparer l'avenir. Et je crois que des leçons qu'on doit retenir, c'est il faut qu'il y ait une meilleure association entre la ville et l'hôpital. Et dans le 78, c'est ce qu'on est en train de travailler, c'est de regarder comment on peut éviter que la majorité des malades aillent se faire hospitaliser, qu'elles puissent être pris en charge à domicile. Et c'est le travail que nous fournissons, et je pense que très rapidement, dans les jours qui suivent, en coordination bien sûr avec l'ARS, avec les hospitaliers et avec la ville, nous coordonnons les éléments pour que le maximum de patients puissent être pris en charge dans les meilleures conditions possibles à domicile. Et c'est ça le plus important pour décharger un peu l'hôpital de cet afflux et pour pouvoir gérer cette crise. Je vous pose la question à vous, et je ferai aussi réagir Didier Béchère sur ce sujet. C'est un confinement qui est quand même, on va dire, un peu plus léger que la dernière fois, avec notamment les écoles, les collèges, les lycées qui restent ouverts. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait tout de même des foyers de contamination? Parce qu'on a pu voir des contaminations qui se déroulaient dans le milieu scolaire, que ces foyers de contamination demeurent. Alors écoutez, toutes les études semblent montrer que en dessous de 6 ans, le risque de contamination est quand même relativement faible, et qu'entre 6 et 11 ans, peut-être que le port du masque peut être recommandé, et je crois que ça serait bien, sachant que je pense que ça peut être accepté par ces enfants et qu'ils le garderont au maximum. À partir du moment où c'est bien expliqué et les professeurs puissent prendre en charge correctement les enfants. Et ça a d'ailleurs été annoncé ce matin par Jean Castex que le port du masque serait obligatoire à partir de 6 ans en école primaire. Il fallait que ce soit le cas, Didier Béchère, que ces écoles puissent rester ouvertes? C'est indispensable. Quand on a fait l'analyse de ce qui s'était passé pendant la première étape du confinement, je pense qu'il faut dire la vérité. Nous avons perdu entre 15 et 25% des élèves suivant les circonscriptions du département des Yvelines, pour plein de raisons, parce que l'équipement informatique n'était pas là,
peut-être la connexion Internet n'était pas bonne, et puis tout simplement peut-être aussi la surpopulation, parfois dans l'habitation, qui faisait que les enfants ne pouvaient pas suivre l'enseignement. Et puis certaines écoles ont pu faire de l'enseignement à distance, certains professeurs se sont beaucoup mobilisés, d'autres moins. Donc nous ne pouvions pas, dans une nouvelle phase de confinement, se permettre à nouveau d'avoir des enfants, des jeunes adultes qui n'aillent pas à l'école et qui sacrifient quelque part l'avenir de la société. Donc c'est essentiel d'avoir gardé l'ensemble de l'éducation nationale sur le pont ouvert pour l'enseignement. Merci Didier Béchère d'avoir été avec nous pour ce début d'édition spéciale. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes député de la première circonscription des Yvelines. Docteur Prudhomme, restez avec nous puisqu'on parle tout à l'heure d'une autre actualité, la pénurie de vaccins contre la grippe. Allez, une autre réaction politique à vous proposer à présent. On parlait du port du masque qui sera obligatoire pour les élèves dès 6 ans en école primaire. C'est une décision qui a provoqué la colère du maire de Trappes, Ali Rabet. Écoutez-le. La situation sanitaire, et je peux le confirmer avec les données sur Trappes, s'aggrave considérablement ces dernières semaines. Tout avait été, nous dit-on, préparé pour éviter un second confinement. C'est donc là un constat d'échec assez clair de la part de la politique du gouvernement. Moi, il y a un point qui me met en colère en tant que maire, c'est de découvrir ce matin par la presse que le ministre de l'Éducation nationale et le gouvernement imposent aux écoliers de 6 à 11 ans de porter le masque à l'école. Et je constate que plus de 6 mois plus tard, nous sommes incapables d'alerter les élus locaux, de mobiliser les services publics. Et donc la ville de Trappes, comme beaucoup de villes de France, le maire que je suis se retrouve aujourd'hui à courir après les masques pour pouvoir fournir des masques aux familles et ne pas les laisser seuls face à cette nouvelle obligation que l'on apprend par la presse un jeudi matin à 2 jours de la rentrée scolaire. Je suis vraiment atterré de ce niveau de désorganisation. Le confinement donc décrété de nouveau jusqu'au 1er décembre, une période que s'apprête à revivre les Yvelinois. Quelle réaction au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron? Regardez les réponses de ces quelques habitants collectés par Mélanie Poquet et Célia Gatsongo. Je pense que c'était inévitable. De toute façon, il fallait bien qu'on passe par là, je pense, pour que l'épidémie retombe. Maintenant, à voir les retombées dans 4 semaines, voir si vraiment c'est efficace. C'est une bonne chose, mais pas pour l'économie. Comme tous les virus, il faut atteindre l'immunité collective et que tout ce que l'on fait ne servira strictement à rien. Je suis hospitalier retraité. La problématique, c'est que tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin efficace, ça peut durer, ça peut être pérenne pendant des mois. J'espère pas des années. Et je trouve que ça ne peut pas aller assez loin. Là. Quand on voit ce qui se passe en ce moment dans toute l'Europe, il y a quoi d'avoir peur. Et puis nous, on est pour nous toucher. J'ai pas 20 ans. On attend les consignes de l'université qui nous envoient des mails à chaque fois. Mais pour l'instant, on n'a pas d'infos, donc on ne sait pas comment ça va se passer. D'autres réactions politiques à vous proposer, celle de Laurent Morin, à présent responsable départemental du Rassemblement national dans les Yvelines. Pour lui, le président Emmanuel Macron n'a pas assez anticipé cette deuxième vague. Il était au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Je pense que les Français ne font plus confiance à Emmanuel Macron. Il y a également le fait que Emmanuel Macron, le 14 juillet, avait annoncé qu'il serait prêt pour la deuxième vague. Or, il a dit hier dans son allocution qu'il était totalement submergé. Je crois qu'il a prononcé ce mot de submersion, qu'il était submergé. Donc le gouvernement est submergé, Emmanuel Macron est submergé. Il prend des décisions erratiques sans informer spécialement son opposition. Hier, une réunion, ou avant-hier, avait lieu une réunion entre le gouvernement et les responsables de l'opposition. Tous les responsables de l'opposition, quelle que soit leur place sur l'échiquier politique, sont ressortis de cette réunion outrés par l'absence de concertation, par l'absence d'information. Donc on a l'impression qu'Emmanuel Macron prend les décisions quasiment seul avec son conseil scientifique. Une décision d'une très grande prudence, c'est l'avis en revanche de Joséphine Coleman-Sberger. La maire de Plaisir a depuis l'annonce échangé avec différents commerçants installés dans la commune et relancé aussi un accompagnement des personnes âgées et fragiles déjà mis en place lors du premier confinement. Elle était interrogée par Mélanie Poquet.
Je sais que des tas d'organisations se mettent en place et on va bien sûr accompagner tout ça, des mises en place pour que les commerces qui pourront le faire fassent des actions à domicile, puissent faire du portage aussi à domicile, pourquoi pas des interventions à domicile dans la possibilité de... Nous, on va être non seulement porteurs de communication, d'information pour ça, mais également accompagnateurs si on peut aider. L'important, vous savez, bien sûr, sont les commerces, vous l'avez dit, bien sûr, sont les entreprises, mais sont aussi les personnes âgées, les personnes isolées, les personnes fragiles qui sont chez elles. Et donc, toute notre chaîne de solidarité va se remettre en place, qui est une chaîne de solidarité de portage de repas, bien sûr, mais aussi de portage de courses, et puis d'accompagnement psychologique aussi des personnes via le téléphone ou via du présentiel quand c'est nécessaire. Le confinement débute donc cette nuit à vendredi. Vendredi à 0h, il sera interdit de sortir de chez soi sans motif valable. Pour les Yvelinois, ce jeudi 29 octobre a permis donc de profiter de derniers instants dans plusieurs commerces non essentiels contraints de fermer. Un dernier restaurant, une dernière coupe de cheveux. Reportage de Nicolas Dandry, Mickaël Elmidoro, Patrick Jacques de Dixmude et Astrid Bergère. Comme un air de déjà-vu dans les grandes surfaces, les clients sont venus en nombre dès 10h ce matin. Les allées grouillées de chariots, les rayons se vidaient et l'attente aux caisses s'allongeait, alors que les risques de pénurie alimentaire sont minimes. Ils font partie des sociétés dans l'obligation de fermer leurs portes. Les salons de coiffure ont fait le plein de clients ce matin. La dernière chance de renouveler sa chevelure avant le confinement. J'avais réservé déjà parce que c'était nécessaire. Ça faisait 3 mois que je n'étais pas allé. Mais bon, j'ai bien fait l'un dans l'autre, parce que je crois qu'après c'est bouclé. Je fais partie des clientes privilégiées, oui, parce que j'ai pris mon rendez-vous juste à temps. Face à cette surdemande, la gérante de cette entreprise s'est organisée. Le salon fermera à 21h au lieu de 19h. 4 coiffeuses sont mobilisées. Elles attendent près de 20 clients chacune pour la journée. C'est un 24 décembre aujourd'hui inattendu. On n'était pas préparé à ça. Donc on a déployé tout ce qui était possible de faire pour que la journée fonctionne bien. Celles qui étaient en vacances sont revenues, celles qui étaient en repos sont venues aussi porter main forte. Même situation dans les restaurants. Dans cet établissement dans l'hypercentre de Montigny-le-Bretonneux, c'est le dernier service de midi classique avant plusieurs semaines de fermeture. Une déception pour les habitués. Fermer mes petits restaurants préférés, là où on mange très bien, où on est très bien accueillis, c'est scandaleux. Ça va nous manquer, je trouve cette décision ridicule. Mais bon, on s'y plie, contraint et forcé. Ce midi, nous sommes complets. On a une grosse commande là, justement de la vente emportée. Ce soir, on a également des réservations. Et dès demain, nous ouvrons l'établissement uniquement pour la vente emportée et la livraison. Une adaptation incontournable pour ce restaurant ouvert en février 2020. Et comme lors du premier confinement, les Franciliens vont-ils s'exiler vers la province ? On a vécu encore aujourd'hui une journée record en termes de bouchons en Ile-de-France. Direction tout de suite la barrière de péage de Buchelet sur l'autoroute A13. Retrouvez Astrid Bergère, bonsoir. Quelle est la situation sur place ? Oui, je me trouve donc à la barrière de péage de Buchelet. Ici, le trafic est très chargé. Il y a beaucoup de véhicules dans les deux sens, mais ce n'est pas propre aux Yvelines. Dans toute l'Île-de-France, on observe la même chose. C'est un record. À 18h, il y avait plus de 700 km de bouchons cumulés. Alors, on ne sait pas si ce sont des personnes qui quittent l'Île-de-France pour se confiner ailleurs ou si ce sont des personnes qui rentrent de vacances. Mais le président de la République a rappelé qu'une certaine souplesse serait appliquée pour le retour des vacances de la Toussaint. Merci Astrid Bergère depuis la barrière de péage de Buchelet sur l'autoroute A13. Voilà ce que l'on pouvait vous dire ce soir sur cette actualité. Le confinement qui débute dans la nuit à vendredi à 0h en France et dans les Yvelines. Demain, retrouvez aussi une nouvelle édition spéciale vendredi donc à 18h sur cette actualité avec réactions, conséquences aussi pour le monde du sport, le monde de la culture. En invité notamment Monseigneur Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, qui parlera de la menace terroriste qui pèse sur la communauté chrétienne en plein week-end de la Toussaint.
L'autre actualité que nous allons développer à présent avec le docteur Frédéric Prudhomme, qui est toujours avec moi en plateau, c'est la pénurie actuelle de vaccins contre la grippe. Avec l'épidémie de Covid-19, de nombreuses personnes souhaitent cette année se faire vacciner. Problème, infirmiers ainsi que pharmaciens yvelinois font face à une potentielle pénurie 2 semaines seulement après le lancement de la campagne de vaccination. Regardez ce sujet de Bichente Merien-Santisteban et d'Éléonore Sinoquet. Depuis le 13 octobre dernier, la campagne de vaccination contre la grippe a débuté dans les pharmacies. Une année particulière compte tenu des circonstances sanitaires. Il y a beaucoup plus de demandes que d'habitude. On a des plages horaires qui sont très remplies rapidement. On privilégie les personnes qui ont des pathologies chroniques, des personnes de plus de 65 ans. On va avoir du mal à proposer les vaccins à des personnes qui n'ont pas de pathologie chronique pour peur de rupture de stock en fait. Dans cette pharmacie de Montigny, le Bretonneux, l'équivalent d'un mois de vente de vaccins des autres années a été distribué la première semaine. Pourtant, il est uniquement donné aux personnes à risque. Nous, on a eu des consignes claires de la part des agences régionales de santé, nous demandant de prioriser la vaccination sur les personnes qui étaient sur les populations à risque, donc les personnes pour lesquelles la sécurité sociale a envoyé un bon de vaccination. Contrairement aux autres années où on est obligé de sensibiliser les personnes à l'importance de la vaccination grippale, cette année, c'était plutôt le contraire. On devait freiner les personnes qui se ruaient en pharmacie pour acheter des quantités importantes de vaccins. Les soignants appellent à ne pas sous-estimer l'épidémie grippale et déplorent ne pas pouvoir vacciner tout le monde. Pour moi, c'est nécessaire de se faire vacciner parce que la grippe saisonnière tue. On a dû refuser les ventes de ce vaccin à la population normale qui souhaitait se vacciner. Et je rappelle que la vaccination est importante également pour les personnes qui ne sont pas forcément fragiles. Seulement 2 semaines après le début de la campagne, 70 à 80% des pharmacies n'ont plus de stock. Elles attendent les prochaines livraisons prévues pour début novembre. Docteur Prudhomme, on l'a entendu dans ce sujet, près de 80% des pharmaciens n'ont plus de stock. Est-ce qu'à votre avis, on peut parler de pénurie ou finalement c'est juste une précipitation en ce début de campagne de vaccination ? Je pense que pour l'instant, c'est simplement une rupture de stock. Chaque année, nous incitons la population à se vacciner. On n'est souvent pas très entendu. Et cette année, avec l'histoire du Covid, tout le monde a compris l'utilité d'une vaccination, et notamment sur la grippe. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut penser qu'il y a une population prioritaire. Elle a reçu des bons de la part de l'assurance maladie. Il faut d'abord laisser ces patients se faire vacciner, et après, ça sera offert au reste de la population. Je crois que c'est quelque chose de raisonnable. Ça, c'est raisonnable, et c'est aussi primordial pour éviter d'engorger les services des urgences qui sont déjà très grandement impactés par le coronavirus. Exactement. Il faut éviter qu'on attrape la grippe, et seul le vaccin permet de le faire. Et donc, en vaccinant le maximum de personnes, on évitera d'engorger effectivement les urgences. Mais il faut rappeler que la grippe est aussi prise en charge par la médecine libérale. Et ne pas oublier que les Yvelinois peuvent toujours avoir accès à leur médecin pour toutes leurs autres pathologies. Il ne faut pas oublier de continuer à se faire soigner pour les autres pathologies. Ça, c'est important de le rappeler. Vous avez peur qu'il y ait peut-être une surmortalité, alors que finalement il y a une conséquence liée à ce Covid-19 avec les autres pathologies ? Effectivement, lors de la première vague, tout s'est un peu arrêté et la population a eu peur de venir consulter pour leur consultation habituelle. Je crois que c'est une erreur. Tout le monde s'est organisé pour les recevoir avec des filières qui sont maintenant bien sécurisées, et je crois qu'il faut continuer à se faire suivre pour ces autres pathologies. Ça me paraît fondamental. Si on en revient au vaccin contre la grippe, est-ce qu'on peut rappeler qui sont les personnes justement prioritaires à ce vaccin ? Elles ont toutes reçu un bon de l'assurance maladie, mais c'est essentiellement les gens qui ont plus de 65 ans, et puis ceux qui ont des pathologies chroniques, hypertension, diabète. On retrouve un peu toujours les mêmes pathologies à risque pour le Covid et pour la grippe, pour tout ce qui est viral.
Et il y a aussi des gestes barrières dans le cadre aussi de la grippe. Sont les mêmes finalement que ceux pour la Covid ? Oui, et j'espère qu'on va apprendre chaque année, une fois que le Covid sera passé, à éviter aussi ces épisodes grippaux. Je pense que le masque, se laver les mains et garder une distanciation quand on est symptomatique me paraît fondamental et on est en train de l'apprendre. Est-ce que finalement de cette période un peu négative, vous le dites, voilà, on apprend des gestes barrières, vous portez le masque sur ce plateau, mais c'est aussi tout simplement se laver les mains. Vous avez bon espoir que ça limite peut-être à l'avenir la transmission d'autres pathologies, d'autres virus ? Je crois qu'on apprend au fur et à mesure et que ça restera dans les mémoires au moins pour un certain temps. Merci d'être venu en plateau, le docteur Frédéric Prudhomme. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des médecins des Yvelines. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette édition spéciale qui touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on va essayer de retrouver tout de même le sourire en cette période anxiogène. Le 7-8 loisirs avec Célia Gatsongo qui va vous dire, et oui c'est possible, comment célébrer Halloween à domicile. Très belle soirée sur TV78.